Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Début novembre, près de 600 personnes se sont réunies pour promouvoir l'égalité des sexes dans les domaines des sciences et du développement à Montréal, au Gender Summit, au sommet sur le genre d'Amérique du Nord. Ce sommet se tient partout dans le monde depuis 2011. Il s'agit de conférences et de discussions qui ont pour objectif de promouvoir les femmes, mais aussi les minorités au sein de la recherche et de l'innovation. Le sommet s'ouvre à plus de diversité cette année. On a parlé d'inclusion des femmes et également de peuples autochtones, de minorités visibles, de communautés LGBT, ça c'est lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles. En 2017, on célèbre également les 30 ans de l'organisme Les Scientifines, une association de Montréal qui vise à faire découvrir les sciences et la technologie auprès des jeunes filles, mais aussi à lutter contre le décrochage scolaire et la pauvreté chez les femmes. Vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de femmes, de sciences et des initiatives pour faire avancer l'égalité des sexes et des genres dans le monde du travail et au sein de la société. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Valérie Bilodeau, la directrice générale des Scientifines. Bonjour. Bonjour. Et aussi de Ève Langelier, qui est professeure au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, vous, professeur Langelier, vous étiez sur le comité organisateur régional du Gender Summit et également panéliste, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Le thème du sommet sur le genre était « Adopter le pluralisme et prospérer grâce à la diversité ». Concrètement, vous avez parlé de quoi pendant ces 2 jours? On a parlé de plusieurs choses. On a axé le sommet beaucoup sur des actions concrètes. Donc, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour avoir plus de femmes en sciences et génie, mais aussi, c'est pas juste la quantité, c'est aussi comment elles sont, est-ce qu'elles sont bien, comment faire en sorte qu'elles progressent. Et donc, comme vous l'avez dit, on a ouvert la conversation au peuple autochtone, à la multiculturelle, oh mon Dieu, oui, à l'aspect multiculturel, à l'aspect LGBT, etc. Et on communiquait avec des gens de l'industrie, de l'académique, des étudiants. Donc, c'était une belle conversation. Oui. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, généralement? Mais les choses qui fonctionnent, premièrement, c'est avoir dans une organisation, que ce soit académique ou industrielle, un porteur, quelqu'un qui est à la tête et qui y croit. Donc, ça prend vraiment une volonté politique de changer les choses et il faut diffuser cette volonté-là à travers notre institution. Il faut aussi prendre une photo de la situation, avoir des chiffres sur lesquels se baser. Quelle est la situation actuelle? Comment faire pour l'améliorer? Ensuite, il faut viser, se mettre des cibles. OK, on a parlé beaucoup, là, on a varié entre cibles et quotas, donc des nuances de gris, mais il faut avoir des chiffres en tête vers où on s'en va. Et après ça, il faut mettre des actions en œuvre. Là. En route. Hein. Vous étiez sur le comité organisateur régional et vous avez eu une session en charge. Il s'agissait de quoi? La session qu'on avait, c'était diversifier la communauté de sciences, technologies, ingénierie, mathématiques de demain. Donc, quelles sont les influences du milieu scolaire, du milieu parascolaire et de la communauté? Oui, et vous avez discuté donc de... On a discuté de comment faire en sorte d'amener plus de filles. Donc, en amont, c'est pas nécessairement rendu à l'université qu'il faut faire des actions pour amener des filles à l'université ou en sciences et en techno. Donc, c'est vraiment tout jeune qu'il faut commencer. Et donc, comment à l'école on peut faire des actions, comment avec les enseignants et enseignantes on peut faire des actions, comment à l'extérieur de l'école on peut faire des actions pour intéresser les filles à la science. Hein? Comment susciter l'intérêt des filles pour les sciences? C'est quelque chose que vous connaissez bien, hein, Madame Bilodeau?
Oui, c'est effectivement ce qu'on essaie de faire. Et puis de faire en sorte que les filles s'y intéressent tôt, c'est ce sur quoi on mise justement. Donc nous, notre clientèle, ce sont les filles de 8 à 12 ans. Puis au fil des ans, il y a des filles qui, une fois la 6e année passée, ont voulu continuer avec nous. Donc maintenant, on a aussi quelques projets avec les adolescentes. Est-ce que c'est vrai de dire qu'elles s'y intéressent moins? Moi, j'ai l'impression que petite, elles s'y intéressent autant. Petite, elle s'y intéresse même plus qu'à l'adolescence, je pense. À l'adolescence, si elles s'y sont pas déjà intéressées alors qu'elles étaient plus jeunes, c'est parfois plus difficile là, de les accrocher. Oui. Donc, les scientifiques ont 30 ans. Parlez-nous peut-être un petit peu de ce que vous faites et puis de cette célébration. Ça vous apporte quoi d'avoir 30 ans, là? 30 ans, c'est à la fois vieux et jeune pour un organisme. Donc, on est en pleine croissance, tout est possible. En même temps, on est contente et fière d'avoir mené l'organisme jusqu'à ce stade-ci, parce que les enjeux de financement, vous le savez, c'est la même chose partout, c'est pas toujours évident. Et aussi, on est fiers parce que les filles, elles reviennent sur plusieurs années. On voit des résultats, on voit qu'il y a des anciennes qui étudient maintenant en sciences ou qui ont gradué, qui sont en génie chimique, qui font des études de médecine, etc. Donc, on voit qu'on a un réel impact, d'autant plus qu'on œuvre vraiment en milieu défavorisé, où les filles sont peu exposées à des camps scientifiques ou à des activités dans ce type-là. Donc, nos activités sont complètement gratuites, sont offertes en parascolaire après l'école. Et c'est ça, dans le but d'intéresser les filles aux sciences, mais aussi on mise beaucoup sur le développement de compétences à travers les sciences. Vous rejoignez combien de filles? À chaque année, on a autour de 140 inscriptions. Les filles viennent sur une base volontaire, donc elles peuvent s'inscrire au nombre de jours qu'elles veulent dans la semaine. On est ouvert tous les soirs après l'école. Et pour vous donner une idée, on touche à peu près 85 filles différentes par semaine, notre moyenne sur l'année. Et ça représente plus de 12 000 présences sur l'année. Oui. Et qu'est-ce qu'elles font quand elles viennent vous voir après l'école? Dans un premier temps, en fait, on leur donne un goûter et puis on les aide avec leurs devoirs parce que comme on est en milieu défavorisé, multiethnique, il y a plusieurs parents qui malheureusement ont pas le français, en fait, ont pas un niveau suffisant de français, je dirais, pour aider les enfants avec les devoirs. Donc, c'est important, si on veut qu'elles s'intéressent aux sciences, qu'elles fassent des études un peu plus poussées, il faut d'abord qu'elles restent à l'école. Et on sait que quand on réussit bien, entre autres en français, c'est un gage de persévérance scolaire. Donc, on essaie de les aider dans ce sens-là. Et après les devoirs, en fait, la semaine est divisée. Lundi, mardi, mercredi, on fait des ateliers qui sont plus, dirigés, où les animatrices ont bâti des fiches pédagogiques et puis c'est la même activité qui se déroule dans chacun des petits groupes. Le jeudi, c'est la période de préparation pour l'Expo Science et le vendredi, c'est l'atelier de journalisme scientifique. Oui, l'Expo Science, c'est pour les plus grandes, c'est pour celles qui sont en secondaire? Non, on le fait aussi avec les jeunes. Oui, okay. Mais c'est aussi le programme qu'on a pour le secondaire parce qu'effectivement, c'est des filles qui voulaient continuer. Donc, les plus grandes font aussi l'Expo Science 2 jours semaine, le lundi et vendredi. Et les meilleurs participent à l'Expo Science Hydro-Québec qui est organisée par le réseau Technosciences. Oui. Professeur Langelier, parlez-nous un petit peu de qui était présente au sommet. Revenons un peu au sommet, là. Qui étaient les gens, les participants? Dans l'assistance, donc, il y avait plusieurs personnes des universités. Donc, c'est sûr qu'on avait des chercheurs et des chercheuses qui s'intéressent au domaine. Donc, parfois des sciences humaines pour étudier, donc les ingénieurs et les scientifiques sont leur domaine d'études. On avait aussi des professeurs chercheurs en génie, en sciences. On avait aussi des gens des universités, mais plus au niveau de l'application des politiques, des ressources humaines, de l'attribution des chaires de recherche, des domaines de la recherche. Puis on avait aussi des étudiants et étudiantes. Oui. Est-ce que c'était majoritairement des femmes? Je suppose que oui. Oui, c'était majoritairement des femmes. Je dirais qu'il y avait peut-être 30% d'hommes. Moi, personnellement, j'étais satisfaite parce que pour avoir été à un autre sommet précédemment, il y avait à peu près pas d'hommes. C'est sûr qu'on aimerait en avoir encore plus des hommes dans cette conversation-là. Mais oui, quand même, il y en avait. Vous avez eu des sessions ou des personnes coup de cœur, peut-être? Oui.
Parlez-nous un de vos coups de cœur ou une personne. Écoutez, oui, j'en ai deux en particulier, mais je peux vous parler d'une qui est Monsieur Yves Desjardins Siciliano, qui est président et chef de la direction chez Via Rail. Cette personne-là, comment je dirais, transpire l'équité. Il est engagé, il est engageant. Il a fait des changements majeurs chez Via Rail par rapport à l'équité des genres. Il croit à la diversité. Il est vendu. Ses propos sont cohérents, sont vraiment engageants. Donc, c'est un coup de cœur, je pense, pour l'assistance complète, là. Oui, et votre deuxième coup de cœur, allez-y. Oui, mon deuxième coup de cœur, c'est une étudiante, dont j'oublie le nom, Vanessa Raponi, qui est à l'université McMaster et qui a fondé NG Queer. Au départ, ça a commencé à son université, maintenant c'est rendu canadien. Donc, NG Queer, c'est une association étudiante pour les jeunes LGBTQ, etc., pour qu'ils soient plus visibles et qu'ils fassent plus partie, qu'ils soient mieux intégrés dans la communauté en génie. Oui. Et on voit qu'elle est une passionnée, qu'elle est aussi croit en son projet, qu'elle fait progresser la cause au Canada. Oui. Et vous, professeur Langelier, vous avez étudié en génie mécanique et en génie biomédical. Comment on ouvre, selon vous, les horizons des filles? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous de continuer, de persévérer dans cette voie-là? Je pense que c'est différent pour chaque fille. Moi, ce qui a fait en sorte que je suis allée là, je pense que c'est mon contexte familial qui était très ouvert, très encourageant, puis ce que j'aimais, mes intérêts. Puis quand j'étais au bac, je n'ai pas ressenti tant de difficultés. Oui, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un n'a pas voulu me prendre en stage parce que j'étais une fille. Mon réflexe a été, moi, je veux pas aller travailler là s'ils veulent pas de moi. Et je suis passée à autre chose. Donc, c'est pas quelque chose qui m'atteignait, mais j'ai des choses que j'ai découvertes plus tard, là, pour peut-être que si j'avais été dans un autre contexte, je sais qu'il y a des étudiantes qui sont dans d'autres contextes, dans d'autres départements, dans d'autres où c'est plus difficile, là. Puis comment on fait pour intéresser les filles? Là, il faut commencer quand elles sont petites avec des activités comme les scientifines. Oui, Madame Bilodeau, toutes les filles qui fréquentent les scientifines ne deviendront pas des scientifiques. Ce n'est d'ailleurs pas votre intention. Par contre, vous leur rendez la science familière. Pourquoi c'est important? Je pense que dans un univers, à une époque où la technologie est tellement présente, juste par exemple avec les médias sociaux, il y a tellement d'informations et aussi malheureusement de fausses informations qui circulent. Je pense que de développer un esprit critique par rapport à tout ça, ça peut faire en sorte qu'on est mieux outillé. Oui. Les compétences qu'on essaie de développer avec les filles aussi qui se font très bien à travers la science, par exemple la résolution de problèmes, d'être capable de bien analyser, cerner le problème, trouver différentes solutions, évaluer les pour et les contre pour chacune de ces solutions-là afin d'en appliquer une. Ça peut faire en sorte que même dans la vie de tous les jours, si on applique ça, on sent que on a davantage de pouvoir sur sa vie, qu'on sait un peu plus où on s'en va, tout ça. Les filles, quand elles font leur présentation d'expo-science ou qu'elles distribuent le journal dans leur classe dans lequel elles ont écrit, elles sont super fières. C'est vraiment un outil pour développer leur confiance en elles. Quand elles présentent leur projet, qu'on a notre exposition, ça se fait sur 2 jours. On fait ça, ça fait 3 ans qu'on a la chance de faire ça à l'École de technologie supérieure. Mm-hmm. Et puis les frais, donc il y a des étudiants qui viennent, il y a leurs enseignants avec des élèves. Puis quand les adultes leur disent, surtout les adultes, tu m'as appris quelque chose, je savais pas ça. Là, ils ont des étoiles dans les yeux et puis elles ont juste le goût d'en faire plus, là. Oui. Sur le côté de l'égalité, ça bouge au Québec. Il y a la stratégie québécoise pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2021, là, qui a été lancée. Sans compter qu'à la demande de la ministre canadienne des Sciences, Kirsty Duncan, au printemps dernier aux universités, d'encourager la diversité. Parlez-nous un petit peu de ça, professeur Langelier. Oui, dans le fond, la ministre Duncan a demandé aux universités d'être plus transparents et plus diversifié dans l'attribution des chaires. Donc, c'était une demande qui avait été faite depuis plusieurs années, mais qui était
qui était plus lousse, si je peux dire. Maintenant, on a demandé vraiment de rendre des comptes et on a même donné des quotas et si les universités ne remplissent pas ces quotas-là, leurs subventions seront retenues. Ce qui fait en sorte que ça a obligé les universités à bouger, à mettre en place des actions, des formations pour les comités de sélection, de mettre leurs chiffres par rapport au taux de féminité, par exemple, dans les attributions des chaires, etc. Donc, en passant, ça touche pas seulement le genre. Là, on a le genre, on a les minorités visibles, on a les autochtones et on a les personnes handicapées. Et mais ça fait énormément bouger les choses. Et si en plus il y a une vraie volonté là, de l'université de profiter de ce momentum-là pour changer les choses, là, ça bouge beaucoup, là. Oui, ça prend une politique, une volonté politique, finalement, peut-être en amont. Oui, c'est vraiment important. C'est important pour engager tout le monde. C'est important parce que c'est sûr qu'il y a de la résistance. Donc, il faut revenir et dire pourquoi c'est bon, pourquoi on veut ça. Et montrer aussi que, dans le fond, pourquoi, par exemple, les femmes ne sont pas toutes sont pas tant en poste aujourd'hui. Oui, il y a le nombre de femmes, elles sont moins nombreuses en sciences et en génie, mais c'est aussi qu'elles rencontrent plein d'obstacles. Elles ont moins d'opportunités de se développer et de développer leur carrière, etc. Dans les évaluations, elles sont bloquées aussi. Donc, il faut informer les gens de ça, les convaincre de ça. Oui. Et ça prend tout à fait une volonté. Madame Bilodeau, est-ce que vous leur parlez à vos filles de ça, de ces obstacles-là, de ces difficultés-là qu'elles risquent de rencontrer? Dans un premier temps, en fait, notre but, c'est de commencer à leur faire un peu voir qu'est-ce que c'est la science, voir comment c'est présent partout, parce que vraiment, je vous dis, les filles qu'on accueille, quand on leur demande, quand elles commencent à venir, qu'elles sont en 3e année, on leur demande ce que tu veux faire. Il y a tellement de métiers qui existent en sciences qu'elles connaissent pas, même que nous, on connaît pas les métiers dans 10 ans, hein. Je veux dire, ça évolue tellement, tout ça. Donc, on a parfois des ateliers de discussion ou des ateliers, c'est ça, où on va discuter avec elles de ces problématiques-là, ou est-ce que vous pensez vraiment que les femmes sont assez présentes en sciences, par exemple en informatique ou dans différents domaines. Mais ce qui est très important pour nous, on essaie d'en avoir une dizaine par année, c'est d'avoir des invités, donc des femmes conférencières qui viennent expliquer leur parcours académique, leur travail, si elles sont déjà sur le marché du travail, et faire une petite activité interactive avec les filles. Oui, les modèles, les mentors, c'est important. Oui, hein? Professeur Langelier, vous qui êtes titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie, vous le savez? Oui, les mentors, c'est très, très important. Les modèles, c'est très important. On a besoin de toutes sortes de modèles, hein? Des modèles très haut niveau, si je peux dire, comme Julie Payette, mais des modèles aussi plus près de chez nous, hein? Des modèles pour ces jeunes filles-là qui vont aux scientifiques, ça peut être quelqu'un un peu plus vieux. Une personne, une étudiante de l'université peut être un beau modèle. Puis aussi, c'est pas tout le monde qui devient astronaute, donc on peut avoir des modèles d'ingénieurs, on peut avoir des modèles de scientifiques, donc qui font différentes choses au sein de leur entreprise, là, qui ont différents niveaux de leadership. Et le mentorat, c'est aussi hyper important. Puis souvent, les femmes y ont moins accès. Donc, elles ont moins tendance à aller demander des mentors et on leur offre moins aussi d'opportunités de mentorat. Oui, les gens qui nous écoutent sont en train de se dire, mais qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle? Quelle action entreprendre pour qu'il y ait plus d'égalité peut-être dans mon milieu, qui est pas forcément un milieu scientifique, mais qui est un milieu peut-être intéressant pour les filles, les jeunes femmes qui s'en viennent? Madame Bilodeau? Oui, en fait, je pense que à une échelle personnelle, je pense que d'intéresser les enfants autour de nous à une panoplie d'activités. Bon, parfois ce sont les parents, mais parfois ce sont aussi les oncles, les tantes ou des amis qui peuvent le faire. Donc, et un maximum, je dirais, d'activités scientifiques, parce que c'est très large. Là, on peut aller, je sais pas moi, visiter un endroit. Par exemple, on avait eu, je me rappelle une fois, une femme qui était apicultrice, puis les filles étaient vraiment, mais oui, ça se peut, quelqu'un qui élève des reines d'abeilles pour, donc. Mais c'est ça, je pense que plus les
jeunes et spécifiquement les filles vont connaître des choses variées, ben plus elles vont trouver dans quoi elles ont envie d'aller ou qu'est-ce qui les intéresse de creuser un peu plus là. Oui, ben je vous remercie beaucoup. On est donc en compagnie de Valérie Bilodeau, directrice générale des scientifiques, et du professeur Langelier, donc du département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke, qui était là parce qu'elle était sur le comité d'organisateur régional donc du sommet sur le genre. Merci. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au www.sciencepresse.qc.ca. Nous rejoignons Ève Baudin, journaliste à l'agence Science Presse. Elle occupe le poste de détecteur de rumeurs. Elle va nous parler de la formation 30 secondes avant d'y croire, qui était offerte au congrès de la Fédération des journalistes du Québec. Bonjour. Bonjour. C'est une formation dans l'air du temps puisqu'on parle de fausses nouvelles. Pouvez-vous nous expliquer quel est le but de cette formation et à qui elle est destinée? Bon, alors le but de la formation, c'est de combattre la désinformation en aidant les jeunes à reconnaître les fausses nouvelles. Donc, c'est une formation qui est vraiment destinée aux jeunes du deuxième cycle secondaire, donc entre 14 et 17 ans. Et la particularité, je dirais, de cette initiative-là, c'est que ce sont des journalistes bénévoles qui vont donner cette formation-là, qui dure 1 heure, et donc dans toutes les régions du Québec. Donc, il va y avoir un jumelage entre des journalistes qui se sont inscrits pour donner la formation de façon bénévole et des écoles qui se sont montrées intéressées à la recevoir. Et à date, je pourrais dire que c'est quand même très populaire puisque il y a déjà 35 journalistes qui se sont inscrits et une vingtaine d'écoles déjà qui ont fait la demande et le lancement n'a pas encore été fait et ça sera seulement en janvier 2018. Donc, on sent là déjà qu'il y a un intérêt pour cette formation-là. Oui, c'est des écoles de secondaire. Est-ce que c'est juste à Montréal ou est-ce que c'est dans tout le Québec? Vraiment, tout le Québec peut s'inscrire parce qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de jumeler des journalistes à travers toutes les régions du Québec et des écoles à travers le Québec. Donc, vraiment, c'est bienvenu à tous. Oui. Qui a eu cette initiative? En fait, c'est Lynn Pagé. C'est une ancienne directrice de l'information d'ici première qui est aussi chargée de cours à l'Université de Montréal. Elle a eu cette idée-là de la formation dans le contexte des fausses nouvelles là, dont on a beaucoup parlé depuis un an et demi. Et puis, donc, elle s'est dit pourquoi on ferait pas une formation destinée aux jeunes, justement pour les aider à repérer la désinformation dans les médias, particulièrement sur le web, évidemment. Et elle est allée chercher donc un soutien financier du ministère de l'Éducation. Et puis, elle s'est associée, en fait, c'est un projet qui a été déposé à la FPJ, qui est la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et l'agence Science Presse s'est associée avec la FPJQ. Et au total, on est environ 6 personnes qui avons travaillé sur le projet, dont le journaliste Jeff Yates, qui est bien connu là comme détecteur de rumeurs aussi, qui maintenant à Radio-Canada. Et on a fait la conception du contenu. Donc, c'est allé assez vite, je pourrais dire, parce que finalement, on a mis 6 mois pour faire une formation qui est quand même prête maintenant. Oui, il était avant au journal Métro, il était beaucoup lu justement sur les fausses nouvelles. Ça s'adresse aux 14-17 ans. Comment prépare-t-on une formation sur les fausses nouvelles pour les adolescents de cet âge? Eh bien, en fait, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que les jeunes passent très peu de temps à consulter des médias traditionnels. Donc, ils s'informent principalement sur les réseaux sociaux. Ils vont passer au minimum 11 heures par semaine, en fait, en moyenne 11 heures par semaine. Et sur Internet, ils sont exposés à des images, à des textes, à des vidéos sur Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, des mèmes aussi. Et on sait que sur Internet, le faux et le vrai se côtoient souvent sans distinction. Et d'ailleurs, les statistiques démontrent que les jeunes ont beaucoup de difficultés à reconnaître les fausses nouvelles. La majorité d'entre eux, d'ailleurs, et les adultes aussi. Et on s'est dit comment, dans le fond, les intéresser, c'est en prenant des exemples auxquels ils sont exposés. Donc, on a vraiment fait une recherche à ce niveau-là. Et aussi, évidemment, on doit leur expliquer ce que c'est une fausse nouvelle, parce que c'est pas très clair pour la plupart d'entre eux que c'est une fausse information qui prend l'allure d'une vraie nouvelle dans le but de leurrer les gens. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on insiste beaucoup. On leur parle
parle aussi des autres types de fausses informations, parce qu'il n'y a pas que des fausses nouvelles. Il y a aussi des exagérations, des mythes, des témoignages, des opinions qui sont présentées comme des faits. On leur explique qui fabrique les fausses nouvelles, pour quelles raisons. C'est pas tout le monde qui réalise non plus que les créateurs de fausses nouvelles font de l'argent en créant des fausses nouvelles. On leur montre les différents visages des fausses nouvelles, le caractère politique, bien entendu, mais aussi tout ce qui est marketing caché, témoignages, etc. Et on l'explique quelles sont les conséquences des fausses nouvelles aussi sur la démocratie, sur la santé, sur même nos finances personnelles. Et pourquoi on tombe dans le panneau? Parce qu'on tombe tous dans le panneau un peu des fausses nouvelles, encore une fois parce qu'elles sont très bien faites, parce qu'elles jouent sur nos émotions, parce qu'on a des biais cognitifs. Et on leur explique enfin comment fonctionnent les médias, la différence entre une information qui est validée versus une opinion, une rumeur, comment les journalistes doivent valider une information avant de la mettre en ligne, etc. Et on leur donne tout plein de trucs. Donc, oui. C'est vraiment comme ça qu'on cherche à les intéresser. Oui, tout ça en 1 heure, c'est un peu ça paraît presque court. Oui, c'est vrai que c'est assez court, mais il faut le voir comme un atelier, c'est une activité de sensibilisation. On sait que les professeurs font déjà des choses en classe dans ce sens-là. Évidemment, on souhaite qu'il y ait vraiment une formation qui soit mise sur pied, une formation qui pourrait prendre beaucoup plus de temps dans le cours et qui pourrait un peu être un programme d'éducation aux médias. Ça, on le souhaite. Mais je pense que ce que les jeunes vont retirer de cette formation-là, c'est de prendre le temps de lire, de regarder au complet, de valider la source, d'exercer son esprit critique, de se demander c'est quoi le but de l'information. Si déjà on est capable de faire ça en 1 heure, et je pense que c'est tout à fait réaliste, on aura gagné beaucoup de choses déjà. Oui, en 10 secondes, où est-ce qu'on s'inscrit si on est intéressé? 30secondes.org, alors 30 secondes en vraiment 30secondes.org. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire à info@30secondes.org. Merci beaucoup, Ève. On était en compagnie donc d'Ève Baudin, qui est détectrice de rumeurs à l'agence Science Presse. Voilà, merci Isabelle. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin. À la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au www.sciencepresse.qc.ca et nous suivre aussi sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, en ses résultats et avec son accent chinois,